Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. On est dans la phase, tout le monde se connecte sur Zoom, alors une petite période de silence inconfortable normalement qu'on installe au début comme ça des rencontres et que je m'occupe à occuper et à remplir en attendant qu'un peu tout le monde arrive. Mais bon, déjà, l'ensemble des personnes qui étaient déjà là. Bien, bonjour et bienvenue à une autre conférence midi de l'Institut Santé Société, cette fois-ci réalisée en collaboration et à l'initiative de l'Association pour la santé publique du Québec, dont nous avons avec nous le directeur général, Thomas Bastien, qui va d'ailleurs, qui a gentiment accepté, après mon petit topo, de nous présenter les deux conférencières invitées qu'il connaît beaucoup mieux que je ne les connais. Et vous l'avez vu, doit-on investir 1 milliard de plus dans la santé publique québécoise? Encore de l'argent en santé? Bon, d'accord. Il faudrait nous expliquer. Alors, évidemment, l'idée est aussi un document qui a été produit par l'association qui nous explique ces éléments-là. Vous allez donc avoir droit à un sommaire et à parler à certaines des autrices et un auteur du document. Le principe est assez simple. Nos trois panélistes Thomas va prendre la parole en premier, présenter ses collègues. Ensuite, chacun à tour de rôle va nous parler de la thématique annoncée. Et bien sûr, après, on aura une période de questions. Quand on va arriver à la période de questions, je vais vous inviter à ouvrir vos caméras. Parce que c'est plus sympathique quand on est en échange de parler à des personnes que de parler à une petite boîte noire sur un écran. Et je vais assurer l'animation, donc donner les tours de parole. Je vous invite vous pouvez écrire dans la conversation si vous le souhaitez, mais je vous invite à prendre la parole de vive voix. On n'est pas 400, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là, on peut se permettre. Et à moins qu'il y ait une personne, on n'a pas de personnes qui ont des problématiques avec l'écran. Quand il y a des personnes traductrices pour les personnes sourdes, c'est difficile d'utiliser la main levée parce que ça fait changer les caméras de place. Et on cherche l'interprète ensuite. Mais dans notre cas, je ne vois pas. On n'a pas eu de demande à cet effet. Donc, je vais vous demander d'utiliser la petite main de Zoom si vous voulez prendre la parole. Je vais répéter ces instructions-là quand on va être rendu à prendre les commentaires. Je veux évidemment, comme toujours, remercier mon acolyte, Kate Bouchard, qui est la coordonnatrice de l'ISS, sans qui toutes ces activités ne tiendraient jamais la route. Alors, Thomas, sans plus tarder, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, Joanne, et merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, en fait, qui est, comme tu le disais si bien, Joanne, en fait, une conférence qui va parler d'économie et d'argent plus particulièrement. Alors, la question qu'on se pose, c'est faut-il investir 1 milliard de plus dans la santé publique québécoise? Et pour ce faire, en fait, j'ai le grand plaisir en fait d'être accompagné de deux chercheuses émérites. Alors, je vais vous partager de ce pas en fait cette présentation, et puis je vais vous introduire le plus rapidement possible en fait les chercheuses en question. Alors, je pense que vous voyez désormais en fait la présentation, si je ne me trompe pas. Alors, faut-il investir 1 milliard de plus dans la santé publique québécoise? Le grand plaisir, en fait, d'être en compagnie de Erin Strumpf, de Roxane Borges da Silva et bien sûr de moi-même. Alors, une présentation qui va se faire en 3 temps. Le programme de cette conférence va se faire dans un premier temps avec Erin, qui va nous parler en fait de l'investissement en matière de santé publique au Québec comparé au reste du Canada. Par la suite, on va avoir la chance d'entendre Roxane Borges da Silva qui va nous parler de l'évolution de la part des dépenses en santé publique dans le budget du M3S. Et finalement, en fait, je vous parlerai du milliard additionnel en matière de santé publique plus particulièrement.
Alors, pour annoncer en fait ces personnes-là, Erin Strumpf est chercheuse et fellow chez Arano depuis 2008. Erin est professeure agrégée au département de sciences économiques, au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'université McGill. Elle est également membre fondateur du Public Policy and Population Health Observatory de McGill. Elle est chercheuse en résidence à l'unité de cancérologie et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et elle est également affiliée à l'Institut des politiques sociales et de la santé de McGill au département de médecine familiale, au Centre de la dynamique des populations, ainsi qu'à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Elle est boursière William Dawson de l'Université McGill. Erin, c'est très, très long, je tiens à te le dire. Tu es également en fait titulaire d'un doctorat en politique et économie de la santé de l'Université Harvard et tes recherches portent en fait sur l'évaluation des impacts des politiques sanitaires et sociales sur la santé et le bien-être des individus et des populations, ainsi que sur la performance du système de soins de santé. Alors, Erin, c'est une bio qui est assez incroyable. Si ça te convient, je vais passer directement à celle de Roxane et puis on va t'entendre par la suite. OK? Alors, Roxane, de ton côté, tu es chercheuse régulière au Centre de recherche en santé publique, directrice du département de gestion, d'évaluation et de politique de santé et professeure agrégée de l'ESPOUM. Tu es également chercheuse et philo Cyrano depuis 2015, vice-présidente financement de la recherche, responsable du pôle Cyrano sur l'efficience des services et politiques de santé et chercheuse principale du thème démographie et santé. Tu es titulaire d'un doctorat en administration de la santé de l'Université de Montréal et tes intérêts de recherche portent sur l'analyse et l'évaluation de l'organisation des services de santé et le développement d'indicateurs de performance et de qualité. Donc, si ça vous convient, merci en tout cas, Erin, merci Roxane d'être avec nous aujourd'hui. On sait que vos emplois du temps sont extrêmement chargés, mais si ça vous convient, en fait, on va aller de l'avant avec les présentations. Et Erin, je vais te laisser la parole dans un premier temps. Merci Thomas. Je pose juste la question si tu veux peut-être donner un peu de background sur la santé publique en premier temps avant que... Si ça te convient, en fait, de mon côté, j'ai préparé une slide, mais après vos présentations. Okay. Donc, en fait, on va y aller avec un aspect économique dans un premier temps et puis après, on va revenir sur la santé publique. D'accord, d'accord. Donc, merci tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Juste pour vous donner un peu de contexte, pour moi, cette recherche, ces investigations dans le contexte des budgets de santé publique, c'est commencé pour moi il y a quelques années, en 2017-18, où on a lancé un projet avec quelques collègues, Julie Fizet-Laniel et autres, à poser la question dans le contexte de la réorganisation du système en 2015. Comment est-ce que les différents budgets dans les différents secteurs en santé et services et sociaux sont changés, en fait. Donc, on a eu une question en arrière, est-ce que la santé publique était plus touchée que les autres secteurs? En fait, oui, on a trouvé que la santé publique a vécu des coupures plus importantes que plusieurs autres secteurs en santé. Je ne vais pas prendre tous les matériels de Roxane en avant, mais juste pour vous dire que ces explorations sont commencées là-bas pour moi. Et certainement, quand on a fait cette recherche, on a essayé de mettre en contexte ces aspects de santé publique au Québec avec les autres provinces au Canada. Donc, juste pour... et c'était très intéressant ce qu'on a trouvé en termes de non seulement un sous-investissement en santé publique par rapport aux autres secteurs en santé et services sociaux au Québec, mais aussi en santé publique au Québec par rapport aux autres provinces canadiennes. Donc, Thomas, tu peux avancer. Merci. Donc, ces figures sont faites à partir des données publiques de l'ICIS au CIHI en anglais. Qui rassemble beaucoup de données en santé partout au Canada. Ils sont capables chaque année, ils publient des budgets, des dépenses en toutes sortes. Il y a comme des fichiers Excel sans fin, mais ça donne beaucoup d'informations sur comment les dépenses en santé sont faites au Canada.
Donc, avec ces données, on est capable, à côté gauche, à regarder le pourcentage de dépenses en santé publique par rapport aux dépenses en santé en général. On voit tout à fait la ligne rouge, la moyenne canadienne en 2021. C'est une prévision, mais bref, autour de 5,3%. Et on voit un écart énorme entre Québec et les autres grandes provinces, soit Ontario, Alberta, Colombie-Britannique. Donc, au Québec, on dépense autour de 2,4 de nos budgets en santé publique par rapport aux autres grandes provinces, autour de 6%, presque 7%. Je vais dire, ces graphiques, je vais mise à jour pour vous avec les données plus récentes. C'est comme une mise à jour d'une analyse qu'on a fait chez Serrano, qu'il a écrit en bas. Même si ces chiffres prennent en compte un peu le contexte de la pandémie, je vais dire que la catégorie santé publique est séparée de la catégorie de la réponse à la COVID-19. Donc, ça, c'est vraiment la santé publique un peu séparée de la réponse COVID-19. Évidemment, il y a des choses qui promènent honnêtement entre les deux, mais ça n'inclut pas la réponse. À la côté droite, on voit les dépenses en santé publique en dollars canadiens par habitant. Et on voit aussi un grand écart entre Québec, la moyenne canadienne et puis les autres grandes provinces. Donc, on est en dessous de 100 $ par année par habitant au Québec, en contraste avec autour de 500 $ dans les autres grandes provinces et une moyenne canadienne de 428. Donc, en termes d'une photo statique, ça nous dit, et je vais dire que les figures dans le rapport avec les données de 2019, avant la pandémie, les chiffres ont changé un petit peu, mais la figure reste exactement la même en termes de les messages clés. La prochaine diapo, ça demande un peu plus d'explications, mais ces lignes représentent le changement d'année en année en termes de la pourcentage de dépenses en santé publique par rapport au total. Donc, on prend les chiffres de la figure à gauche de la première diapo et on les regarde année par année. C'est quoi le changement? Est-ce que le pourcentage des dépenses en santé publique augmente ou le pourcentage descend? Donc, vous pouvez voir, il y a au milieu de cette axis à gauche, le 0. Ça veut dire que le pourcentage des dépenses en santé publique par rapport aux dépenses totales reste égal année en année. Ce qu'on voit en 2016-17, c'est que la pourcentage au Québec, la ligne bleue, et ça descend et c'est négatif le changement. Donc, la santé publique descend en termes de pourcentage de dépenses totales. Les autres provinces sont autour de 0, un peu plus positives. On a rattrapé un peu en 2018-19. On a arrivé avec une croissance dans le pourcentage de dépenses en santé publique. Mais c'était comme une petite 12 ans de rattrapage là-bas. Ça, c'est quand ma frappe est forte, c'est de voir cette grande baisse pour toutes les provinces en 2020. Parce qu'on dirait, OK, mais pourquoi? Évidemment, tout le monde était en train de dépenser plus. Mais encore, ça représente le fait que quand on prend toutes les dépenses en santé, on a ajouté la réponse à la pandémie. Donc, le dénominateur a augmenté pendant qu'en santé publique, ça n'a pas augmenté tant que ça. Donc, pour toutes ces provinces et même le moyenne au Canada, le pourcentage de dépenses en santé publique a diminué. Ça ne prend pas en compte le fait que la réponse à la pandémie, mais on voit qu'en 2021, tout le monde a augmenté le pourcentage de dépenses en santé publique. Donc, pour tout le monde, c'est positif. On voit la plus grande augmentation au Québec. Donc, c'est
c'est peut-être des bonnes nouvelles, mais comme des autres vont parler bientôt, il y a un rattrapage énorme à faire. Donc, ça m'amène vers certaines questions quand on voit que le Québec a dépensé moins en santé publique par habitant en termes de pourcentage de leur budget en santé. Ça pose quelques questions. Est-ce que nous sommes plus performants que les autres provinces? On est capable de produire la bonne santé pour la population avec moins de ressources? Donc, c'est graphique simple, ça pose cette question. Par contre, tout ce qu'on a vu en termes de les résultats de la pandémie, quand on compare les provinces, ça ne me tente pas de dire que oui, on est plus performant, on est plus efficace. Donc, quand on regarde ce sous-investissement en santé publique, ça peut aussi poser la question, est-ce qu'on est en train de nuire notre capacité de construire et maintenir un secteur de santé publique fort et agile? Certainement possible. Et je vais souligner que même si toutes ces données de toutes les provinces viennent de ICIS, de CAIHI, c'est aussi vrai qu'il y a des différentes méthodes de collecte de données, des différentes catégorisations des dépenses dans les différentes provinces, dans le temps, dans une province seule. Donc, il y a des vrais défis de faire ce type de comparaison et de bien comprendre où on se situe par rapport des autres. Parce que si on ne compare pas des pommes et des pommes, c'est difficile. Donc, moi, même si je ne suis pas prête de prendre une position hyper précise sur combien de dollars il faut pour rattraper l'écart, c'est bien clair pour moi que le Québec doit regarder aux autres juridictions pour comprendre mieux qui font des investissements dans une façon efficace, rentable, et puis qui produisent les meilleurs résultats. Et je note que de faire cette regard, ces analyses, il faut des meilleures données en termes de soit les dépenses en santé publique, et aussi les résultats. Parce qu'on veut regarder soit les taux d'infection, soit le taux de tabagisme, soit tous les autres résultats qui nous intéressent par rapport à la santé publique. Il faut que les données sont comparables à travers les juridictions pour tirer ces leçons. C'est vrai qu'on a eu énormément de variations entre les juridictions et dans le temps récemment, donc il y a des opportunités d'apprendre de ça, mais c'est vrai que ça prend des bonnes données et des bonnes analyses aussi. Donc, je vous laisse avec quelques références clés si ça vous intéresse, et je passe la parole à Thomas. Merci. Merci beaucoup, Erin. Puis merci beaucoup aussi d'avoir fait l'effort d'aller plus loin en fait que l'étude qui avait été produite auparavant, et puis d'avoir mis à jour en fait les données, parce que le rapport qui avait été produit, c'était un rapport qui était produit il y a de cela plusieurs années. Là, tu as fait l'effort justement de regarder par rapport à l'année 2020-2021 en distinguant en fait l'effort de santé publique avec la réponse COVID. C'est deux choses qui sont quand même très différentes. Et puis justement, en fait, Roxane, on va te laisser la parole pour prendre le relais par rapport à ça, plus particulièrement par rapport à la situation québécoise. On t'invite à partager justement en fait ta présentation. Bon, normalement, vous êtes censé voir ma présentation. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de vous présenter ce travail qui a été fait avec Erin. Donc, en fait, on a continué, on est parti de l'étude qu'elle avait faite avec Julie Fizet-Laniel et collègues, et on a continué ce travail-là. Et l'idée ici, c'était de regarder l'évolution de la part des dépenses en santé publique dans le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, je veux quand même vous faire savoir qu'on a été plusieurs, donc outre Erin et moi, à travailler sur ce document-là, et qu'on a eu la chance d'avoir une contribution aussi de l'Association pour la santé publique du Québec, donc qu'on remercie en fait également.
Donc, mais en fait, désolé Thomas, moi je vais parler un peu de santé publique quand même parce que c'est important, je trouve, de mettre des bases. Puis, je veux dire, je peux pas parler de toutes ces données-là sans parler de santé publique, mais en fait, juste quelques mots de contexte. On sait qu'on fait face dans tous les pays du monde à une augmentation de la prévalence des maladies chroniques et également, on sait que le vieillissement de la population est un phénomène important dans la démographie et dans la santé en fait à considérer des populations. Et le rôle de la santé publique est très important en fait pour promouvoir des saines habitudes de vie, diminuer les facteurs de risque et réduire les inégalités sociales et de santé. Or, le ministère de la Santé, et on le voit, la santé est très importante, a le plus gros poste budgétaire du gouvernement du Québec. Et donc, en fait, suite aux travaux qu'Erin avait fait avec Julie Fizet-Laniel et les collègues, on est allé un peu plus loin en se disant, mais quelle a été la part des dépenses en santé publique dans le budget du ministère de la Santé au cours des années 2004 jusqu'à 2020? Et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, pour faire ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un devis descriptif longitudinal qui part des années 2004-2005, des années financières, à 2019-2020. Et on a utilisé les contours financiers du ministère de la Santé comme source de données. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les contours financiers reproduisent les dépenses de chacun des programmes, et je vais vous en parler après, à partir des centres d'activité qui apparaissent dans les rapports financiers annuels des établissements. Alors là, ça vous parle peut-être pas, là, je suis un peu trop technique, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que le ministère de la Santé, en fait, a 12 programmes dans lesquels, en fait, on alloue les dépenses ou l'argent, si je peux dire. Et en fait, on alloue l'argent et de là découlent les dépenses. Donc, parmi ces programmes, on a des programmes de soutien qui sont des programmes comme l'administration, les soutiens aux services et la gestion des bâtiments et des équipements. Donc, on a 3 programmes de soutien. Et puis, on a des programmes services, dont fait partie la santé publique, qui sont au nombre de 9. Et c'est de ça dont je vais vous parler ici. On va mettre beaucoup plus l'emphase sur ces programmes-là, puisqu'on veut regarder, analyser l'évolution du programme santé publique, des dépenses du programme santé publique relativement aux autres programmes services. Alors, avant de vous présenter les résultats, je veux juste vous faire savoir qu'on a travaillé avec 3 types de dépenses. Donc, d'abord, on a regardé les dépenses en dollars courants. Donc, ce sont les dépenses, en fait, telles qu'affichées dans les documents en dollars de l'année courante pour toutes ces années, dans toutes les données qu'on a extraites du site web du ministère de la Santé. Puis après, on a les données en dollars. On a aussi regardé les dépenses en dollars constants. Alors, pour avoir les dépenses en dollars constants, il faut les ajuster en tenant compte de l'inflation. Mais on est allé en fait chercher un indicateur, en fait, un facteur de pondération qui est encore plus spécifique. En fait, on a utilisé l'indice des prix à la consommation basé sur les services et les services de santé en partant de l'année 2022 comme référence. Donc, on n'a pas pris l'indice des prix l'indice des prix global, on a vraiment pris l'indice des prix spécifique aux soins et services de santé qui est disponible sur le site web de Statistique Canada. Puis après, on a regardé aussi les dépenses indexées. Donc, ce sont des dépenses qu'on a estimées à partir de l'année 2004, donc notre année de départ, en augmentant les années subséquentes, en fait, en faisant varier les dépenses en fait en fonction toutes les années, avec uniquement l'indice des prix à la consommation. Donc, ce qui va nous donner en fait une idée, en fait, une espèce de référence pour savoir si on est au-dessus, si la croissance des dépenses va être au-dessus de l'année, en fait, des dépenses indexées selon l'indice des prix ou non. Donc voilà. Donc, je vous présente les premiers résultats. D'abord, si on regarde la part le pourcentage en fait, des dépenses du programme santé publique dans l'ensemble des dépenses de santé. Mais vous voyez en fait qu'on a varié entre 1,6 et 1,4% avec une petite augmentation dans les années 2010-2013 où on est même monté jusqu'à 1,8%. Mais somme toute, la part des dépenses, en fait, des dépenses dans le programme santé publique dans l'ensemble des dépenses est toujours en bas de 2% au cours de toutes ces années-là. Maintenant, si on regarde l'évolution des dépenses du programme de santé publique à gauche, relativement aux autres programmes, excluant le programme de santé publique. Donc, vous voyez ici, donc en bleu, les dépenses courantes, en dollars courants, en rouge, les dépenses en dollars constants, celles qui nous intéressent finalement, et en vert, les dépenses en dollars, les dépenses indexées. Donc, si on voulait tenir compte uniquement de l'augmentation des prix, on aurait dû avoir une augmentation de 19,6%
entre 2004 et 2019-2020 pour les dépenses associées au programme de santé publique, en tenant compte uniquement de la croissance des prix, donc de l'inflation, si je peux dire. Vous remarquerez que la santé publique, donc en fait, les dépenses en dollars constants de la ligne rouge, a frôlé cette croissance des dépenses indexées au cours des années 2016-2018, ce qui signifie qu'il n'y a eu aucun apport réel en dehors de l'intégration de la croissance des prix. Donc, maintenant, j'aimerais vous inviter à regarder le graphique de droite où vous voyez les programmes services, donc tous les programmes services, sauf celui de santé publique. Et vous voyez que les niveaux de dépenses sont bien plus élevés, donc que ce soit 93 en dollars courants, 93% d'augmentation des dépenses en dollars courants, mais 62% en dollars constants, ce qui est beaucoup plus que le 32% qu'on voit en dollars constants du côté de la santé publique. Maintenant, si on regarde pour tous les programmes, donc vous avez en vert, les bâtons verts représentent les programmes de soutien, comme je vous disais, donc services, administration, gestion des bâtiments et équipements. Vous avez en rouge la santé publique et à droite, en bleu, tous les programmes de services. Les programmes ont été placés en ordre croissant en fonction de l'évolution des dépenses, du taux de croissance des dépenses. Donc, vous voyez que, par exemple, complètement à droite, les services généraux ont expérimenté, en fait, ont vécu une augmentation, une croissance de leurs dépenses de 78,1% au cours de la période, alors que la santé publique se place à 32,2%, par exemple. Et on est en dollars constants ici. Et puis, en fait, je voulais aussi vous présenter des données qu'on a regardées aussi avec Erin, qui sont les données par région. Alors, tout de suite, en fait, l'évolution des dépenses sur la même période par région socio-sanitaire. Tout de suite, je veux juste mettre lever un flag, là, enfin lever un drapeau, je sais pas, mettre une alerte, signaler que, en tout cas, Montérégie et Estrie ont vécu des redécoupages avec le projet de loi 10, donc en 2015. Donc, même si on voit la région 16, qui est la Montérégie complètement à gauche, qui aurait expérimenté une baisse des montants alloués à la santé publique, cette donnée-là n'est pas fiable étant donné le redécoupage. Donc, ici, ce que je veux juste vous montrer, en fait, c'est qu'il y a une très grande variation d'un territoire à un autre de l'évolution des dépenses en santé publique. Et vous voyez que, par exemple, pour l'ensemble du Québec, on était à 32,2%, mais la région 3, qui est la capitale nationale, a expérimenté une augmentation des dépenses en santé publique de 72,5%. Alors que vous avez des régions comme, par exemple, la région de Montréal, la région 6, qui est seulement à 22%. Donc, il y a une très grande variation régionale également dans l'évolution des dépenses. Et pour finir, en fait, comme tout chercheur qui se respecte, c'est important de donner les limites de l'étude. Donc, c'est important quand même de tenir compte du fait qu'au cours de cette grande période, donc qui va de 2004 à 2019-2020, il y a eu peut-être, et on n'en a pas conscience, des variations en fait dans les dépenses allouées dans les différents programmes. Donc, on n'est pas allé dans la finesse des centres d'activité qui constituent ces différents programmes pour être capable de regarder les variations à l'intérieur des programmes. Donc, c'est possible en tout cas que nos chiffres nos chiffres ne tiennent pas compte de ces variations-là. Mais ce qu'on retient en fait quand même de cette étude, c'est qu'on a une croissance qui est très inégale des dépenses dans les différents programmes du ministère de la Santé et que la santé publique a expérimenté le plus faible taux de croissance des dépenses avec un taux de croissance de 32,2%, alors que les services généraux et la santé physique sont les programmes avec la plus forte croissance des dépenses, où on est à 78,1% et 66,8% de croissance en fait, des dépenses au cours de la période. Et en fait, ça ramène l'idée qu'au-delà de ces budgets qui augmentent et qui peuvent augmenter en fonction du coût de la vie et de l'inflation ou de l'indice des prix, il faut aussi tenir compte des besoins croissants de la population québécoise avec le vieillissement et les maladies chroniques, comme je vous disais. Et la santé publique a un rôle important à jouer pour être un promoteur de saines habitudes de vie et pour maintenir un état de santé de la population optimal. Donc, d'où l'importance d'investir en santé publique et de se questionner en fait et de comprendre pourquoi, je pose des questions comme Erin, pourquoi la santé publique a vécu un taux de croissance de ses dépenses plus faible que les autres programmes. C'est important de documenter cette variation-là. Et je veux juste finir en fait en vous disant que le rapport est disponible sur le site web du Cyrano.
Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller le consulter. On a perdu Erin. Roxane? Allô? Oui, on dirait qu'on a perdu Roxane, mais au moment clé, j'espère qu'elle va nous rejoindre bientôt. Elle a au moins le temps de terminer sa présentation. On peut, je crois qu'il n'y a pas de souci. Normalement, Thomas, tu devrais pouvoir quand même afficher ta présentation Oui, en enlevant la sienne. exactement. Je passe là-dessus. Et puis, pour remercier dans un premier temps, dans tous les cas, Roxane pour sa présentation. Et puis, très intéressant en fait ce qu'a fait Roxane de son côté. Et puis aussi, comme elle a rajouté en fait les différents détails qui se sont rajoutés par rapport à des séparations ou des identifications qui sont différentes par rapport à certaines régions là. Alors, en se basant en fait sur les résultats qui ont été obtenus grâce aux nombreuses recherches qui ont été mises en place justement par Erin et son équipe, en regardant également en fait ce qui a été mis en place par Roxane qui est de retour parmi nous. Alors Roxane à nouveau. Et merci à nouveau Roxane pour ta présentation, c'était vraiment apprécié. Là, on peut se poser en fait la question du 1 milliard additionnel en matière de santé publique. Hein, le faut-il pas? Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais de ton côté, Roxane, par rapport à la santé publique. Et puis, pour l'illustrer davantage, en fait, je vous ai mis ce schéma qui a été réalisé par la SPQ. En fait, qu'est-ce que la santé publique? Le rôle de la santé publique, c'est un rôle qui est en quatre différentes fonctions, hein, protéger, surveiller, prévenir et promouvoir. Quand on parle de la pandémie et quand on parle de la COVID-19, c'est un rôle, mais c'est un des nombreux rôles que la prévention et la promotion de la santé peuvent mettre en place de notre côté. Là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'en rebondissant sur ce que tu as dit, Roxane, une santé publique qui est plus forte. Au final, en fait, c'est une santé publique qui va nous permettre d'avoir moins de patients dans le milieu de la santé, qui va permettre d'avoir une gravité des conditions de santé lors des consultations qui va être moindre. Mais si on y va, en fait, plus particulièrement par rapport aux problématiques qu'on vit dans le milieu de la santé actuellement, on va avoir une liste d'attente et une occupation des lits qui va être moindre également. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde les conclusions qui ont été mises en place par Erin, quand on regarde les conclusions qui ont été mises en place par Roxane par rapport à leurs études respectives, on est en droit de se poser la question, est-ce que la situation que l'on vit actuellement au Québec n'est pas causée en fait en partie par justement cette sous-financement de la santé publique? Alors, le sous-financement de la santé publique, est-ce qu'on était au courant? Est-ce qu'on n'était pas au courant? Ben, ce n'est pas forcément une surprise. Hein. Comme le disait Erin, on a eu des coupures majeures qui ont été faites en 2015-2016. Et lors de son discours à l'Assemblée nationale pour l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, Daniel McCann, qui était à l'époque ministre de la Santé et des Services sociaux en 2019, indiquait qu'ils étaient très au courant en fait de ces coupures-là et que la santé publique a peiné et peine encore à se relever de cet exercice et a de la difficulté à mettre en œuvre les services qui sont inscrits au programme national de santé publique. Donc c'est quelque chose que l'on savait déjà en 2019. Chose qui vient corroborer en fait un document qui a été reçu par la SPQ en 2018, le 3 septembre 2018 pour être plus concret. La SPQ en fait avait posé lors de la période préélectorale un certain nombre de questions à l'ensemble des partis québécois. Et ce qui s'est passé, c'est que la coalition Avenir Québec nous a répondu en fait l'extrait que vous trouvez ici. En fait, le Québec réserve seulement 2,8% de son budget en santé publique, en santé à la santé publique, pardon, comparativement à 5,5% en moyenne au Canada. Le Québec doit amorcer un rattrapage avec les autres provinces canadiennes, d'autant plus que les investissements en santé publique permettent des économies à long terme. Donc, ces deux conclusions-là font en sorte qu'on est au courant de la situation en matière de santé publique et le sous-investissement chronique de la santé publique depuis plusieurs années. Alors,
la question que nous, on s'est posée, et c'est une question en fait qui émane plus particulièrement d'un très bon rapport que l'on vous recommande, qui a été fait par la commissaire de la santé et du bien-être du Québec, Joanne Castonguay, qui s'appelle Le devoir de faire autrement en janvier 2022, qui a été dévoilé. Dans ce rapport-là, en fait, c'est un peu une sorte de conclusion de toutes les études qui ont été faites au cours des dernières années par rapport à la santé publique et son investissement. C'est un des chapitres, mais c'est un chapitre qui est essentiel. Et on y apprend en fait que le Québec consacrait 2,2% de son budget à la santé publique, soit 1,3 milliard sur les 58,6 milliards du budget de la santé en 2019. Ça, c'est la première chose. Alors, on revient en fait par rapport aux études qui ont été faites par ERIN, plus particulièrement, et on se dit, est-ce qu'on est proche du 5,5%, voire du 7% pour certaines provinces? On est très loin de ça. Après, on regarde en fait les études qui ont été faites par Roxane et par Cyrano plus particulièrement, et on se rend compte que les 15 dernières années, les investissements ont cru de 32% pour la santé publique, alors que pour les autres secteurs, on parle de 62% en moyenne. Ça, c'est une autre donnée qui nous paraît très importante. Et puis, en fait, au final, on regarde les recommandations de Mme Castonguay qui sont de renforcer le rôle stratégique de la santé publique. Alors, pourquoi on parle d'1 milliard de notre côté? C'est que ce milliard, en fait, si on regarde ces 3 études qui ont été menées au cours des derniers mois ou des dernières années, qui sont en plus corroborées par les conclusions de Dr Tam en décembre dernier, qui a émis justement en fait son rapport sur le sous-financement de la santé publique au Canada, on se rend compte en fait qu'il y a un rattrapage énorme qui doit être fait. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des dernières semaines, la santé publique a demandé au gouvernement de faire un rattrapage majeur, et on parle d'1 milliard de dollars. Alors, pour les personnes qui doutent encore du chiffre, et puis Joanne, on ne t'en veut pas par rapport à ça, ne t'en fais pas, mais pour les personnes qui doutent encore du chiffre, et puis on a fait vraiment un calcul en croix, c'est vraiment bête comme bonjour de notre côté. 2019, on est avec 2,2% d'investissement, on parle d'1,28 milliard de dollars en matière d'investissement de santé publique. Si on fait un produit en croix et puis qu'on est conservateur, c'est-à-dire qu'on va au minimum à 5% en fait par rapport aux autres provinces, plutôt que les 7%, on atteint un 2,9 milliards de dollars. Et au final, en fait, si on fait la soustraction entre les deux, on se rend compte qu'annuellement, on a un déficit de notre côté d'investissement qui est à hauteur de 1,62 milliard de dollars. Alors, on revient à la question initiale, faut-il 1 milliard de dollars annuel supplémentaire pour la santé publique québécoise? Si on regarde l'ensemble des données qui ont été collectées jusqu'à maintenant, et si on regarde l'ensemble des informations qui ont été démontrées en fait au cours des dernières minutes et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on est à même de dire que le 1 milliard serait nécessaire, urgent pour faire une sortie en fait de cette situation qui est vraiment regrettable dans le milieu de la santé, mais aussi en fait pour contribuer un peu comme pierre angulaire en fait de cette transformation du système de santé qui est demandée actuellement. Ça serait 1 milliard de dollars qui serait nécessaire de notre côté. Alors, je reviens en fait sur la slide numéro 1, qui est la dernière slide également. Faut-il investir 1 milliard de plus dans la santé publique québécoise? J'ai comme l'impression qu'à travers la présentation qui a été donnée par Erin, par Roxane et puis par le produit en croix qui a été fait par la SPQ, qui se base justement en fait sur les données de la commissaire santé et bien-être au Québec, on est en droit de poser cette question-là et puis de répondre par l'affirmative. Donc, Joanne, si ça te convient, je te laisse la suite. Je vais arrêter la présentation. Bien sûr. D'abord, merci beaucoup à vous 3. C'était très éclairant et interpellant, je dirais. Alors, je rappelle à tout le monde, pour l'animation, je vous invite à poser des questions ou à faire des commentaires en autant que ce ne soit pas un nouveau roman que vous nous proposiez. Si vous souhaitez faire une présentation à l'ISS, contactez-nous. Je vais me permettre éventuellement d'interrompre les interventions trop longues. Je vous invite, comme Mme Castonguay vient de le faire, à utiliser l'utilitaire de Zoom pour lever la main et à prendre la parole de vive voix,
bien que si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez indiquer vos questions dans la conversation. Alors, Madame Castonguay. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, pour l'organisation de la conférence également. C'est très intéressant. Ma question s'adresse à Roxane. En fait, quand on regarde l'allocation ou le pourcentage des dépenses par région en santé publique, pourcentage des dépenses en santé publique par rapport aux dépenses totales en santé, on se rend compte qu'il y a des grandes variations régionales. Et ma compréhension était que ces dépenses-là ou que la décision de la proportion des budgets par programme était décidée centralement plutôt que régionalement. Alors, j'ai comme une petite surprise ici. Roxane, est-ce que tu as des détails ou une explication à cet égard? Ben, Roxane? Roxane est partie. Ah, est-ce que Roxane a eu... tout à l'heure, elle avait... Roxane, en fait, m'indique qu'elle a des coupures d'électricité, en fait, de son côté, qu'elle est obligée de se reconnecter, en fait, régulièrement. Je pense qu'elle a entendu la question. Ah, puis, la voici. Ah, c'est bon, Roxane, est-ce que vous avez entendu la question? Non, je suis désolée, il y a des variations d'électricité chez moi, puis l'Internet... Je suis vraiment désolée, Joanne, j'ai pas entendu ce que tu as posé comme question. En fait, c'est assez. Je pensais que les décisions sur la proportion des budgets qui étaient dépensés par programme étaient une décision qui était centrale. Alors, j'étais surprise de voir les variations dans les dépenses publiques en proportion des dépenses totales qui étaient si variables au niveau des régions. Est-ce que tu as quelque chose, c'était une question que tu t'es posée à savoir qu'est-ce qui expliquait ces variations-là? Non, je n'ai pas de réponse à savoir qu'est-ce qui explique ces variations-là, mais ce qui nous a interpellés, et puis Erin pourrait compléter, c'est aussi de voir ces grandes variations-là. Et on n'a pas eu le temps ou pris le temps de pousser plus loin pour essayer de les comprendre, même si on a eu des échanges avec différents directeurs de santé publique qui, en fait, nous ont donné des pistes d'explication comme des changements dans les programmes ou des changements dans l'allocation en tout cas d'un budget à un autre ou d'un programme ou d'un centre d'activité à un autre. Exemple, vaccination scolaire est passée de santé physique de santé publique à santé physique, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre cette limite. Mais c'est quand même surprenant que Capitale Nationale a eu 70% d'augmentation alors que Montréal a eu que 20%. Donc, je ne suis pas sûre que juste des changements comme la vaccination ou des choses comme ça, vaccination scolaire, donc il faudrait investiguer plus, mais on n'est pas allé plus loin. En fait, ça dépend si la décision est centrale ou régionale en fait, sur la répartition des budgets. Ouais. L'autre élément qui aurait été intéressant, c'est de voir la proportion des variations qui est expliquée entre les différents programmes, qui est expliquée par les dépenses pour les services médicaux. C'est la contribution de l'augmentation ou la croissance des dépenses aux services médicaux ou la rémunération des médecins. Mais influence. On l'a pas. Ah, alors ils ne sont pas du tout là-dedans. Mais non, c'est financé par la RAMQ. Donc, c'est pas du tout dans ce budget-là. Excellent. C'est le poste budgétaire de la RAMQ. Merci. Vraiment, les infirmières, oui, mais pas les médecins. C'est intéressant quand même. C'est en fait à ce moment-là de savoir comment, s'il y a des grandes variations au niveau de la santé publique, au niveau des dépenses médicales aussi. En tout cas, bref, merci. Oui, mais je ne sais pas si Erin peut compléter. Préciser que cette graphique par région, ça reflète vraiment des différences en changement en dépenses. Oui. Ouais, okay, oui. Oui. Mais juste parce que pendant plusieurs années, ça va amener aux différences en termes de pourcentage de dépenses en santé publique, mais juste à dire que ça représente des changements et pas les différents pourcentages. Oui. Merci. Monsieur Saint-Jean. Avec votre micro ouvert, ça va aller beaucoup mieux. Ça prend au moins une personne par présentation pour faire ça, c'est nécessaire. Ça fait partie de la tradition Zoom. Merci, bonjour. Ça va là? Oui, parfait. Donc, ce n'est pas une question de précision sur les présentations que vous avez faites, mais sur le processus que les citoyens devraient emprunter pour arriver au résultat, c'est-à-dire 1 milliard d'obtenus. Fait que quel processus suggérez-vous à la participation citoyenne de faire, là? Et est-ce que passer par les conseils municipaux, ça peut être utile ou trop loin?
si ça ne vous dérange pas, Erin et Roxane, je peux commencer par rapport à cet échange-là. Mais M. Saint-Jean, en fait, ça doit être une décision dans un premier temps en fait, du ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé, en fait, a son propre budget et a la capacité, en fait, justement, de répartir les sommes de ce budget qui est quand même, on parle de 58 milliards, hein, donc ce n'est pas un budget qui est minime. Hein. Donc, cette répartition-là aussi, c'est une première question. Puis après, en fait, c'est vraiment une décision qui reviendrait au Premier ministre, au gouvernement, en fait, de manière générale, c'est-à-dire est-ce qu'on rattrape avec le montant qui est déjà existant ou est-ce qu'on va chercher de l'argent autrement ou ailleurs? Donc, au niveau des citoyens, si vous voulez justement en fait prendre part à ce questionnement-là, c'est vraiment en fait de parler avec vos députés, de faire en sorte en fait que ça devienne une conversation qui ait lieu à des niveaux politiques plus élevés que ceux qu'on arrive à rejoindre actuellement. Et puis, peut-être aussi de faire en sorte que la population réalise en fait qu'on est sous-investi, qu'on est sous-financé en matière de santé publique. C'est la première étape hein, pour y arriver. Merci. Pour faire du chemin, Thomas, j'imagine que on peut trouver le rapport sur le site de la SPQ, qu'on peut avoir différentes informations qui sont accessibles aux personnes, qu'on peut diffuser. Je vais avouer ne pas être allée voir récemment, mais est-ce que vous avez le projet ou vous avez produit des infographies qui rendraient cette information plus facilement digeste aussi, là, parce que ce n'est pas si évident de comprendre toute cette structure en santé pour la moyenne des jours. Je vais le rajouter directement dans le chat, comme ça vous y aurez accès directement. D'accord? Excellent. Merci beaucoup. Madame Pelletier. Bonjour, je suis en santé publique depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, ça reflète effectivement, c'est la première fois que je vois vraiment des données aussi précises. Alors, merci de les avoir produites, puis ça reflète effectivement ce qu'on ressent sur le terrain. Oui, ça peut être questionnant de voir qu'on va encore enrichir le secteur de la santé, mais il faut aussi se rappeler que la santé publique et travaille très peu dans le réseau curatif, en fait, minimalement même. On travaille vraiment avec tous les autres ministères. Puis on a des outils aussi qu'on a développés pour enrichir, en fait, nos autres partenaires qui constituent, quand on travaille ensemble, on constitue le premier système de santé pour maintenir viable le deuxième système de santé, qui est le système curatif. On s'appelle santé publique, mais ce serait bien-être public, puis peut-être que ça éclaterait cela. Puis on est toujours pris dans les mots, justement. Et les autres partenaires, les autres ministères, c'est avec eux qu'on travaille au quotidien. Et la politique gouvernementale de prévention en santé nous a permis de faire des investissements importants avec eux. Donc, ce n'est pas pour nécessairement enrichir de ressources humaines, la santé publique, mais enrichir en fait cette capacité-là qu'on a de créer des visions communes et de développer le bien-être pour toute la santé de la population. Puis comme il y a eu un lancement des indicateurs de bien-être aussi, on va peut-être être meilleur pour mesurer d'où on part, où on veut aller, puis est-ce que les investissements que l'on fait, tout le monde ensemble, ça nous amène justement à ces améliorations-là que l'on souhaite. Alors, merci pour toutes ces données. Merci beaucoup. Je pourrais peut-être vous citer parce qu'en fait, on comprend que si Thomas n'était pas fâché de mon intervention de départ, c'est probablement parce qu'il est très au courant que l'Institut Santé et Société, l'accent est beaucoup mis chez nous sur les inégalités sociales de santé. C'est la majorité la beauté d'avoir une université sans faculté de médecine, c'est qu'on doit bien s'occuper d'autre chose. Mais j'aime beaucoup votre deuxième, comment vous avez nommé, première ligne? Le premier système de santé, c'est celui que l'on fait avec tous les piliers du développement durable, économie, environnement, culture et social. Alors, puis ça, c'est vraiment, on couvre ça à l'intérieur même
la politique gouvernementale de prévention en santé qui, depuis, on sait aussi que la promotion de la santé s'est associée avec tout le développement durable et les objectifs de développement durable là, des Nations unies. Alors, c'est la même chose que de dire qu'on fait de la santé publique, de la promotion de la santé, qu'on fait du développement durable avec les ODD, les objectifs. On parle tous la même chose, c'est juste qu'on s'est donné des mots différents, mais si on arrivait à se dire, ben oui, on est aligné pareil, peut-être qu'il y aurait plus de capacité de combiner nos forces. Certainement, on a une bonne avocate ici. Madame Bureau, si vous acceptiez d'ouvrir votre caméra, merci. Donc, je me permets, dans le fond, mon nom, c'est Elena, je suis pharmacienne, j'ai aussi une maîtrise en administration de la santé. Je veux seulement faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Madame Pelletier, parce que je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la sémantique qu'on utilise, au niveau du système de santé comme pharmacienne. Puis c'est ce que je dis à mes patients, je me décris beaucoup plus comme une spécialiste de la maladie, de la gestion de la maladie, comment la freiner, comment la prévenir. J'interviens avec des médicaments, donc il se fie sur ce que je donne pour être en meilleure santé. Tandis que la santé, si on se fie à la définition de l'OMS, qui est beaucoup plus, puis ils disent, la santé, c'est un bien-être physique, mental, social, et non seulement l'absence de maladie. Puis c'est comme si notre système, dans les dernières années, a bifurqué vers cette absence de maladie-là, d'en faire un focus. On voit même qu'il y a les CLSC qui ont perdu beaucoup de plumes avec le temps. On est revenu avec une ligne d'accès GMF, donc de groupe de médecins de famille, le médecin étant la première porte pour rentrer. Donc, ça positionne déjà notre définition de la santé en disant votre santé, bien, c'est l'intervention médicale quand la santé, c'est beaucoup plus large. Puis bon, je suis surtout plein de projets où est-ce que j'aborde cette santé-là avec les patients. Puis souvent, quand je leur dis, parfait, j'ai la pilule magique, demain, vous êtes en santé, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils disent, bien, je ne serai plus malade. Puis je me rends compte qu'ils ont beaucoup de difficultés à figurer c'est quoi la santé, c'est quoi ce bien-être-là, comment ça prend place dans leur quotidien. Puis lorsqu'on l'aborde, ils rentrent beaucoup plus facilement dans l'action, donc ils se mettent à changer leur habitude de vie. Bref, la santé, je trouve qu'en 2022, ça ne se passe plus dans le cabinet du médecin, on le sait, là, puis à l'hôpital, mais beaucoup plus dans la communauté, dans nos activités de la vie quotidienne, dans comment on gère notre vie. Puis ça, définitivement, ce n'est pas en investissant plus dans le côté curatif comme vous avez amené, mais beaucoup plus en prévention. Puis je trouve que la santé publique a des missions incroyables au niveau de la promotion, prévention. Puis en COVID, on n'entend pas ce discours-là assez. T'sais, on parle beaucoup de la vaccination, tout ça, mais tout ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on sait que ça touche davantage la maladie chronique, les personnes âgées, bien ça, on ne peut pas vraiment rien faire. On n'a pas de pouvoir sur l'âgisme, pas l'âgisme, l'avancement en âge des citoyens du Québec. Mais par contre, au niveau de la maladie chronique, on a un pouvoir exceptionnel. C'est juste que j'ai l'impression que ce n'est pas 1 milliard qu'il faudrait demander, mais 4, 5, je ne sais pas, mais je virais le système à l'envers, là, définitivement. Ben, merci beaucoup. C'était là aussi un très, très stimulant plaidoyer. Roxane? Mais en fait, moi aussi, je voulais faire un peu du pouce sur ce que vient de dire Kathleen en faisant un peu de sémantique aussi. Et en tout cas, on utilise le terme système de santé à mauvais escient. En fait, et on l'utilise souvent pour le système de soins. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Le système de soins étant tout ce qui est le curatif, le médical, comme vient de dire Madame Bureau. Mais le système de santé, en fait, c'est tout ce qui a un impact sur la santé. Et là, on va rentrer l'environnement, l'agriculture, l'éducation, tout ce qui a un impact sur les déterminants sociaux et les déterminants individuels de la santé. Et donc, c'est bien important de faire la différence. Et c'est pour ça que, en fait, je rejoins tout à fait ce que disait Madame, j'ai oublié son nom et j'ai perdu sa vignette. Ah oui, Madame Pelletier, c'est ça, qui en fait, la santé publique est dans le système de santé, alors que les médecins, les GMF, le curatif est dans le système de soins. Et c'est vraiment différent. Donc voilà, je voulais juste faire un peu de sémantique moi aussi. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions tout de suite. Roxane, oui, c'est ça, on a fait toutes les deux la même chose en même temps. Moi, je ferais du chemin peut-être à ce moment-là, mais pour que Thomas ait plus à me pardonner, je vais aller vers la sémantique. Roxane, justement, quand vous avez présenté, vous parliez que la santé publique, ça amène les gens à adopter de saines habitudes de vie. Mais en même temps, on sait très bien que les produits domestiques de nettoyage les moins chers sur le marché ne contiennent rien pour améliorer notre qualité de vie. Alors, si on est pauvre, c'est ça qu'on va acheter si on veut nettoyer sa maison.
si on est une femme racisée puis qu'on nous propose des produits spéciaux pour les types de cheveux qu'on a, ben on va acheter ces produits-là qui contiennent, on le sait, notamment des perturbateurs endocriniens. Et enfin, bon, je fais Alors, est-ce que c'est le rôle de la santé publique d'amener, pas uniquement faire comme certaines personnes comprennent la promotion de la santé, je sais que ce n'est pas votre cas, mais souvent certaines personnes comprennent la promotion de la santé comme on va expliquer au peuple ignare ce qu'il doit faire. Oui, je sais, on est d'accord. Mais ça existe. Bon. Et donc, quelle place la santé publique peut jouer dans les pressions à exercer pour que certains des contextes de vie dans lesquels on est, des choses simples qui sont connues de tout le monde, je veux dire, l'accès à des légumes frais dans son propre quartier, c'est encore un enjeu 25 ans plus tard. Je crois que ça... Ben, je vais tout de suite sauter pour répondre à votre question. En fait, la santé publique a, oui, un rôle de mobilisateur, de lobbyiste, si je peux dire, on peut jouer ce rôle-là pour promouvoir des saines habitudes de vie, mais des saines politiques aussi en faveur en fait, des politiques qui sont en faveur de la santé des individus. Mais après, malheureusement, et c'est là, comme je vous disais, on se place dans le système de santé et non plus le système de soins, c'est les interventions, en fait, ça va être à la fois le municipal, mais aussi les politiques publiques et différents ministères qui vont être impliqués pour s'assurer qu'on n'importe pas des produits qui soient toxiques ou qu'on ne mette pas des engrais qui soient toxiques ou des produits sur nos cheveux ou des engrais sur les pelouses. Et c'est vraiment dans un contexte de système de santé où, en fait, la santé publique peut avoir un rôle de leader, mais n'a pas les moyens ni les pouvoirs après de faire passer toutes ces informations-là, toutes ces règles-là, si je peux dire. Mais je vais laisser Thomas, qui doit certainement avoir un avis là-dessus, commenter aussi. Ben, avant de donner, oui, Thomas, j'ai Madame Pelletier et j'ai 2 commentaires dans la conversation, dont un qui est là depuis un petit moment et que je n'avais pas regardé, qui est est-ce que les investissements présentés comprennent ceux de la PGPS? Alors, mesdames, monsieur... Roxane, je pense que c'est davantage pour toi, là, mais étant donné que c'est un investissement en fait qui ne se fait pas au niveau des SUS ici, si je ne me trompe pas, c'est le budget en fait n'est pas directement inclus en fait dans les postes budgétaires que tu as déjà observés de ton côté. Hein. Mais je ne sais même pas ce que c'est que la PGPS, excusez-moi là. Ah, c'est c'est le programme la politique gouvernementale de prévention en santé. Ah, non, c'est la politique interministérielle en fait de son côté là. Mais comme peut-être Marie-Lie pour répondre à ta question là, étant donné que c'est un programme qui est davantage au niveau du ministère de son côté, ça se retrouve pas en fait dans les postes budgétaires qui ont été analysés en fait par Cyrano, qui sont davantage au niveau des régions et puis au niveau des SUS et des SUS, si je me trompe pas. OK. Merci. Et ce serait le tour de Madame Pelletier. On travaille avec plusieurs stratégies en santé publique, puis depuis plus d'une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, ça a été reconnu que la politique gouvernementale de prévention en santé par l'OMS était vraiment une incarnation de ce que c'est que notre stratégie, qui est la politique, la santé dans toutes les politiques, parce qu'à quelque part, s'il y a des grandes différences entre certains pays et d'autres, on s'aperçoit que les pays scandinaves, par exemple, ont vraiment... sont meilleurs sur tous les indicateurs, y compris les indicateurs économiques, bien, ils ont des politiques sociales aussi vraiment différentes. Donc, c'est là principalement qu'on essaie d'intervenir, mais on intervient dans le développement des communautés, on intervient beaucoup à créer des environnements pour que ce soit facile pour tout le monde, à faire les changements qui soient requis. Puis notre objectif principal, c'est de réduire les inégalités. Mais ça nous prend des moyens habiles parce que le lobby de l'industrie nous ramène tout le temps sur des approches des individus, carrément tout le temps, pour faire porter le poids des changements sur les épaules des individus. Et là, ça ramène la question de M. Saint-Georges, je crois. Qu'est-ce que la participation citoyenne peut faire? Dans chacun partout, dans tous les ministères, dans toutes les organisations, il y a toujours des gens qui souhaitent aller au-delà des freins que leur mettent leurs organisations. Et quand il y a de la population qui demande les choses, ensemble, on peut casser la noix des iniquités pour aller vers plus d'équité. Alors, c'est vraiment un mariage
Puis pour arriver à ça, ce mariage-là entre les citoyens et les politiciens ou les gens qui ont certains leviers dans les organisations, bien, maintenant, il y a tout le mouvement d'une nouvelle capacité qu'on appelle la littératie des futurs. C'est qu'il faut être imaginatif, il faut sortir de ce qu'on nous a imposé comme vision du monde, du comment on organise le vivre ensemble. Et ça, l'UNESCO est en train de développer plein de chaires à travers le monde. C'est beaucoup plus dans l'anglophonie que dans la francophonie. Mais nous, on est en train de faire des liens. Et on a demandé aussi à notre réseau REFIPS là, de regarder ce mouvement-là parce que c'est extraordinaire. Et c'est ça qui va nous aider à sortir des sentiers battus puis de se projeter dans d'autres choses que ce sur quoi on est sur le pilote automatique puis qu'on nous a montré que ça devait être comme ça puis on ne remet pas en question. Voilà, je m'arrête. Je ne peux pas nier que mes questions ont un effet stimulant. C'est une bonne chose. On a un commentaire là, un peu sur l'âge physiologique là, de M. Saint-Jean et les liens aussi dans la conversation vers la politique de prévention en santé dont Mme Pelletier nous parlait et quelques salutations de personnes qui doivent nous quitter parce que, bien sûr, pour beaucoup, c'est sur l'heure du lunch, puis il faut arrêter et passer au prochain appel ou à la prochaine rencontre Zoom pour tout le monde. On avait bien annoncé, Kate, là, j'ai l'air pas fine, mais on a bien annoncé que c'était une rencontre d'une heure aujourd'hui. OK, tout va bien. Je ne suis pas, il m'arrive parfois d'être, quand je vous disais au début que je comptais beaucoup sur Kate, ben voilà, c'est un des nombreux éléments, mais ça, c'est sans compter toutes ces idées aussi. Donc, j'aimerais vous remercier puisqu'on atteint le moment où on doit terminer cette rencontre aujourd'hui. Vous remercier beaucoup, remercier les panélistes, remercier aussi les participantes et participants qui ont soulevé des questions intéressantes et à la fois à partir d'une connaissance de la santé publique, à la fois à partir d'une posture différente et sensible à ces enjeux-là, à la fois aussi d'une posture citoyenne. On a entendu d'une certaine façon aujourd'hui des gens qui étaient, si je reprends votre expression, dans le système de santé numéro 2, dans le système numéro 1, et qui sont des personnes qui reçoivent les services du système de santé. Et donc, je pense qu'on est... En tout cas, il y a beaucoup de monde sur la même longueur d'onde. Je remercie beaucoup Thomas aussi d'avoir initié cette activité. Notre rôle à l'ISS, c'est beaucoup de favoriser les discussions, de favoriser la création de liens entre des groupes, de favoriser bien sûr les travaux de nos membres et de nos partenaires. Et c'est grâce aux idées qu'on nous apporte, qu'on peut réaliser notre travail. Alors, c'est modeste comme travail, mais on espère que d'alimenter les conversations, de faire en sorte que beaucoup de personnes qui ont des idées semblables et qui sont peut-être dans des univers différents puissent se rencontrer, c'est déjà notre petite goutte d'eau à nous dans la transformation et vers l'atteinte d'une société plus juste et plus d'équité en santé pour tout le monde. Thomas, le mot de la fin? Merci, merci de ton côté, Joanne, et puis merci également à Kate, merci à Erin, merci à Roxane d'avoir pris le temps aujourd'hui. Les gens sont en train de partir, on s'était dit qu'on se quittait il y a de 5 minutes, là, mais j'espère en fait que c'est le début d'une grande conversation. On est en période pré-budgétaire, on est en période prochainement électorale. Il va y avoir un rôle majeur à donner justement à la santé publique, à la prévention et à la promotion de la santé, dans la reconstruction du système de santé, dans la transformation du système de santé. Et j'espère en fait que c'est la pointe de l'iceberg qu'on vient de présenter aujourd'hui. On pourra se parler plus tard de gouvernance, on pourra se parler plus tard en fait d'autres thématiques qui sont en relation avec la prévention et la promotion de la santé. Mais merci à nouveau Joanne et Kate pour l'ouverture et puis pour l'organisation de cette rencontre. C'était vraiment apprécié. Ben, merci aussi pour les gens qui viennent de la SPQ. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette de l'Institut si nos événements vous intéressent en allant sur le site de l'Institut Santé et Société.
Il y aura un deuxième panel sur le système de santé qui fait suite au premier auquel Thomas a aussi participé et ça sera le 13 avril avec Anne Plourde et Nathalie Doucet-Staquet. Alors, restez à l'affût. Merci encore. Merci.